La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission La Voix du Peuple, émission suivie sur notre compte YouTube, Canal K et sur Radio Avou l'été. Depuis le 26 juillet 2023, justement, les Africains observent une résistance au Niger. D'abord, ça a commencé au Mali, après c'est la Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Un coup d'État maintenant au Niger, la question se pose. Pourquoi ces coups d'État répétitifs? Et pourquoi d'ailleurs ces populations adoubent ces militaires? Et pourquoi d'ailleurs ces coups d'État doivent-ils être critiqués par surtout la CEDEAO qui a décidé dans un premier temps d'envoyer une intervention militaire? Nous sommes très heureux d'accueillir ici, c'est lui plutôt qui nous accueille chez lui, Dr André Eldombe, qui est vice-président du clan Carrefour des réflexions contre le racisme anti-noir en Suisse. André Eldombe, bonjour. Bonjour Monsieur Amos, bonjour Sylvain. Comment tu vas? Je vais bien. Nous sommes en plein été quand même. Nous sommes en plein été. Comme je suis habillé, on voit bien que c'est vraiment... C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'été, c'est vraiment l'Afrique. C'est le symbole de l'Afrique. En tout cas, je suis très, très content, très heureux de vous recevoir chez moi, de recevoir le média Avou l'été. Avou l'été, qui veut dire la lutte continue. La lutte continue. Ça, c'est la voix de l'Afrique, effectivement, la voix des sans-voix, comme vous avez l'habitude de le dire. Je crois que le message est assez fort. La voix des sans-voix, c'est par rapport aux médias dominants. Ces médias dominants, qui sont en général ces médias qu'il y a un monsieur qui les appelle des médias mensonges. Donc, ce sont ces médias dominants qui écrasent la voix des autres. Mais là, vous essayez de creuser, d'ouvrir une brèche dedans. Il y en a beaucoup qui le font maintenant. Et on voit qu'ils sont en train de prendre le dessus. Tout à fait. La loi du nombre est en train de jouer son rôle. Mais je suis très content de vous recevoir aujourd'hui chez moi. Merci beaucoup. Cet entretien exclusif va tourner autour de cette résistance africaine qu'on observe depuis un certain temps au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, maintenant au Niger par rapport à ces militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Alors, avant de parler du Niger, de ce coup d'État au Niger, vous avez suivi il y a quelques semaines, le grand opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté. De lourdes de charges ont été retenues contre lui, regroupement association de malfaiteurs. Ça a choqué beaucoup d'Africains. Quelle est votre réaction là-dessus? Disons, ma réaction, elle est simple. Si on prend du recul par rapport, à tout ce que nous avons vécu dans le contexte africain, depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les opposants qui ont des langages un peu teintés par rapport, à l'ancienne, comment on dit, puissance colonie, ces Africains, on les tolère encore avec leur langage, et on essaie de les combattre de manière avec l'argent, la corruption. J'expliquerai comment ça se passe concrètement. Mais ce qui s'est passé, c'est que la jeunesse montante avec Ousmane Sonko, cette jeunesse a compris que nous ne pouvons plus accepter ce double jeu qui consiste à choisir des gens pour nous. Donc il a dit, voilà, quand je venais au pouvoir, ce que je veux faire. Il faudrait bien le comprendre, ce qui se passe. Et ce qui se passe n'est pas un cas isolé. Ça s'explique dans tout le contexte de cette partie d'Afrique francophone. C'est le même mécanisme, c'est le même mode opératoire. Il a déclaré, il n'a pas dit, en disant qu'il sera candidat et en énonçant son problème, il a déclaré la guerre à ceux qui ont la mainmise sur le pays.
Ça, il faut le comprendre. Donc vous pensez que son arrestation, c'est purement politique? C'est purement politique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les chefs d'accusation. On peut monter ça en épingle comme on veut. Il faut le comprendre, ça va changer. Hein. Là, mais on parle. Je te rassure. Quand on parle du Sénégal, le Sénégal, pour beaucoup d'Africains, pour des Sénégalais, c'est un pays de démocratie. Oui, c'est une démocratie de surface. Hein. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer. Dans tous les pays d'Afrique où il y a des bases militaires étrangères, des bases militaires d'occupation française, dans tous ces pays où ils ont encore la monnaie, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté. Ce sont des libertés sous surveillance. Ça, il faut en être vraiment conscient. Il ne faut pas se leurrer. On peut miroiter les gens avec des mots, des démocraties, ça, il n'y en a pas. Donc, je parle de tous les pays francophones. Donc, je vais vous donner un exemple rapide. Un petit exemple rapide. Dans le cas que je connais, les présidents qui sont choisis, qui sont à la tête de nos États... Ils ne sont pas élus. On organise. On organise. Il faut bien savoir. Il y a quand même des élections qui se font. Les élections sont organisées, mais le président, la personne que la France, il faut le dire, a choisi de mettre à la tête du pays, il est déjà choisi, il est déjà désigné. Lorsqu'on a fini, on a terminé tous les simulacres d'élections, de ce truc-là, maintenant, on va ramasser tous ceux qui ont eu des voix, on les ramasse. On les regroupe. La personne, là où ça se passe à travers les ambassades de France à l'étranger, dans les pays francophones. Ça, il faudrait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le savent, la jeunesse le sait, on doit le répéter, il faudrait que ça aille jusque dans le fond des villages, que tout le monde le sache. Donc on réunit ces gens dans le village. Heureusement, c'est un ministre sud-africain qui était aux affaires, qui faisait partie de ces gens qui ont été réunis, à qui on a appelé dehors, on a donné des enveloppes, et on a dit, c'est telle personne comme ça qu'il faut laisser passer. Voilà le mécanisme, comment ça se passe. Le mode opératoire. D'accord. Ça veut dire qu'on organise c'est pour tromper la population. Ça veut dire que... Élection trompe-œil. Trompe-œil. Ce sont des élections trompe-œil. Et ces populations-là ne sont pas au courant de ce qui se passe. Bon, il y a peut-être 2-3 personnes qui sont au courant, ça veut dire ceux qui ont été réunis, qui ont reçu 500 000 francs, 5 millions de francs, 250, qui ont reçu des grosses enveloppes. Ces gens, ils le savent. Mais ils savent que l'autre n'est pas légitime. Puisque la personne qui a élu, c'est l'autre personne, mais on lui a dit il faut laisser celui-là. Et ça se passe toujours sous la conduite, l'organisation des ambassadeurs français en Afrique. D'accord. Voilà ce qu'on appelle démocratie, notre démocratie, cette démocratie de machin de façade. Voilà. Une fois qu'on a dit cela, ça veut dire quoi pour Sonko? Sonko qui vient s'attaquer maintenant, il veut quelque chose de démocratique pour son pays. Mais il s'attaque de front. Pas que démocratie, mais souveraineté aussi. De souveraineté. La souveraineté, c'est ça qu'il veut. On veut démocratie, on veut des élections démocratiques. Ça veut dire, ça commence par là. La souveraineté, mais l'élection, parce qu'on parlait de démocratie, ça doit être la voix du peuple. Ce que le peuple veut, c'est le peuple qui a choisi. Donc, des pays qui se déclarent, se proclament démocratiques, devraient soutenir un processus démocratique où les gens se donnent de la peine, ils se déplacent, ils vont dans les urnes pour les lire. On doit les respecter. Or, ce n'est pas le cas, ils ne le font pas. Et Sonko, quand il arrive, dans son programme, il dit, tout cela, moi, voilà comment je veux faire. La souveraineté. Il avait même évoqué le cas du franc CFA. Le franc CFA, il a dit, parce que ce sont des éléments, il sait, ce sont deux éléments. Tous les pays souverains, ils ont leur propre monnaie. Hein. Tous les pays souverains ont leur propre monnaie. Parce que c'est eux qui gèrent leur souveraineté, c'est eux qui gèrent leur économie. Tu n'as pas ta monnaie, c'est une autre personne à des milliers de kilomètres qui n'a rien à voir avec tes problèmes qui les gère. Il les gère sur quelle base? Donc, il y a ce problème-là qui se pose. Et lui, ayant déclaré son problème, il est devenu la personne à abattre. Moi, on ne pouvait pas le tuer comme ça, il fallait le mettre hors jeu. Et hors jeu, c'est ce qui s'est passé. On a utilisé tous les subterfuges pour essayer de le mettre hors jeu. C'est ça qui s'est passé. Et finalement, je pense que Macky Sall a réussi.
Je ne sais pas s'il a réussi. D'accord. Je ne sais pas si Macky Sall a réussi. Mais il a arrêté. Il est en prison. Oui, il a mis en prison. Il a même entamé une grève de la faim. Il a entamé une grève de la faim parce que le problème de la France-Afrique, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Eux, ils tuent. En Afrique, la France-Afrique assassine. D'accord. On a assassiné beaucoup de chefs d'État. On va aller plus loin dans le même sens. Vous voyez, vous avez vu tout ce qui se passait après le coup d'État en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, maintenant au Niger. On parle d'une intervention, c'est la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, parle d'une intervention militaire pour rétablir Bazoum, ou bien revenir sur l'ordre constitutionnel. Alors maintenant, ces 2 ou 3 jours, on ne parle plus en tant que tel d'une intervention militaire. Le temps a changé un petit peu. Les Américains parlent plutôt de dialogue. Quelle est votre réaction là-dessus? C'est un système, pour le comprendre, il faudrait le comprendre toujours dans le système colonial, hein, comme ça a été fait. Dans nos pays, il y a toujours des interventions militaires. Et quand tu vois les pays, comme ils ont été, les interventions militaires, ils ont 2 objectifs, toujours. Le premier objectif, c'est de sécuriser la personne qu'ils ont mis au pouvoir, hein, par un coup d'État, de sécuriser. Le deuxième objectif... Sans langue de bois, vous pensez que Bazoum a été mis au pouvoir par l'ancienne colonie française? Oui, Bazoum c'est la continuité... Un homme de main de Macron? De l'Issoufou, comment il s'appelle son prédécesseur? Issoufou. Exactement. Oui. Voilà, c'est son prédécesseur. Donc c'est lui qui l'a choisi, qui l'a dit, voilà, ça c'est mon poulet, vous pouvez le soutenir. Il ne faudrait pas, j'essaie de donner une lecture globale, que nous comprenions ce qui se passe dans nos pays. Ce n'est pas un cas exceptionnel. J'ai parlé, quand vous m'avez posé la question, je vous ai parlé de voir depuis 1960, quand il y a des coups d'État dans nos pays, pour bien comprendre, il y a des interventions militaires. Tout à fait. En tout cas meurtrières. Hein. Je vais repositionner ma question pour qu'on soit encore plus clair pour beaucoup d'Africains qui maintiennent cette résistance. Je vais arriver. On se rappelle, hein, il y a quelques années en arrière, sous le regard impuissant, quelqu'un l'a dit, non, plutôt complice des chefs d'État africains, l'OTAN a détruit la Libye et ça a provoqué une insécurité totale dans le Sahel. Alors que vous inspire maintenant la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger? Sylvain, laisse-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Il est important de comprendre de manière globale. Je répète encore ce que j'ai dit. En Afrique, quand il y a des coups d'État, ces coups d'État sont toujours meurtriers. On tue. Il y a beaucoup de morts. Ça, il faudrait le garder en tête. C'est pour d'abord sécuriser la personne qui est là, c'est pour sécuriser des intérêts. Bien comprendre cela, c'est pour éliminer tous les gens qu'on a identifiés qui sont des potentiels, qui peuvent parler. Et maintenant, les coups d'État en Guinée-Conakry, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas eu de mort au Niger aussi. On y arrive. Sans effusion de sang. On y arrive. Donc, c'est un symbole très fort qui s'est passé dans les pays que tu viens de citer. Par exemple, on reste sur le cas du Niger. Il n'y a pas eu de machin d'effusion sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Bazoum même, il est presque libre. Hein. Voilà, il est libre. Et ça veut dire quoi? On ne retrouve pas la signature de la France-Afrique. La France-Afrique, elle est brutale. Pourquoi? Parce qu'il y a une occupation militaire du pays. Donc, ils attaquent, ils tuent. Ils ont leur carnet, ils notent les noms. Tu sais, à l'époque, il y avait, c'était Delpé qui avait sorti un livre où il dit il y a des CD qui existent à l'aéroport avec les noms de tous les Africains. Les dirigeants, pas seulement les dirigeants, les élites africaines. Donc, ce sont des gens, ils contrôlent les gens. Ce n'est pas une relation. Ça, nous devons aussi garder dans la tête. Ça n'a jamais été une relation d'humain entre des pays souverains. Ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été une relation de crime, d'assassinat. On tue les chefs d'État, je ne sais pas combien, je crois qu'on évalue aujourd'hui à peu près à 32 chefs d'État africains qui ont été assassinés par la France-Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé réclamer une souveraineté. Vous voulez insinuer qu'il y a des bons coups d'État militaires? Il n'y a pas de mauvais, oui, on peut le dire. On peut le résumer comme ça. Puisque ce qui s'est passé au Niger, c'est un coup d'État militaire. C'est un coup d'État militaire. Au Burkina Faso.
Permets-moi sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Permets-moi de te rappeler encore une chose. En 2001, tu m'avais posé une question de savoir qu'est-ce que je pensais du coup d'État au Mali. Mali. Et puis vous avez ajouté, est-ce que je pense que les militaires peuvent réussir là où les civils ont échoué? Je vous avais répondu simplement. J'ai dit que ce n'est pas la tenue qui fait le patriotisme, qui font la qualité. Puisque le débat se fait, surtout sur ces oppositions dans ces pays-là. Les opposants au Mali, au Burkina Faso, sont un petit peu, voilà. Ils pensent que les militaires ne seront pas sincères à laisser le pouvoir plus tard. Oui, le problème pour nous en Afrique, c'est que nous souffrons beaucoup. Nous avons un grand déficit d'information. Et cette grande déficit d'information vient du fait que, il faudrait le retenir, vient du fait de nos sources d'information. Nos sources d'information, pratiquement dans toute l'Afrique francophone, est biaisée. Les seules sources d'information que nous avons en Afrique, on n'a pas développé l'information, c'est ce que M. Collomb appelle les médias mensonges, RFI, France 24, pour ne citer que les noms. Donc, c'est tous ces gens de la France-Afrique. Ils sont là pour les intérêts de la France. Ça, il faudrait le dire. On ne peut pas se cacher la face. Ils sont là pour les intérêts. Donc, l'Afrique francophone est arrosée de ces sources d'information. Et les gens on est paresseux de toutes les façons de nature. Paresseux, ça veut dire que je suis devant ma télé, j'écoute ce que on me débite. Parfois, tu sais, je me laisse convaincre. Je consomme. Je consomme. Et en Afrique, le grand danger qu'ils ont compris et ils ont mis en marche, c'est la répétition. La répétition toutes les heures, tu vois, horaires, des mêmes informations. Je pense que maintenant, ça ne marche plus. Heureusement, les jeunes ont compris. Grâce aux réseaux sociaux, on a essayé de lutter ici, ça et là contre les réseaux sociaux pour dire oui, les réseaux sociaux, c'est pas bien, c'est toxique. Mais les réseaux sociaux sont venus démocratiser l'information. Différentes sources d'information. Et ensuite, avec les smartphones, les jeunes peuvent avoir accès à d'autres sources d'information. Les trucs, tu prends ta voiture d'un pays d'Afrique ou bien dans le même pays, d'un bout à l'autre de toute la journée. Si tu as la radio dans la voiture, toutes les heures, hein, on te répète la même chose. Information en temps réel. Vous avez compris. Vous avez compris, c'est comme ça. Ça veut dire que vous êtes martelé avec cette information. Exactement. Et cette information, ça biaise l'analyse des Africains, le regard qu'ils portent sur leur pays. Ce qui fait que lorsque il y a quelque chose qui change dans le pays, ça ne colle pas avec cette information. Vous avez des gens, on est sceptique, ce sont les militaires, c'est ça. C'est-à-dire, on ne considère plus l'être humain, celui qui a réalisé. On ne considère plus son langage. On n'analyse pas sa manière de parler. On n'analyse pas sa manière d'agir. On est dans le stéréotype qu'on nous a inculqué à travers ces médias. C'est ça le grand problème que nous avons. Docteur André Lyombé, en début de cet entretien exclusif que vous avez d'ailleurs bien voulu nous accorder chez vous ici, ça avec plaisir. On a parlé de résistance africaine. Et vous avez également suivi lorsque la CEDEAO a annoncé cette intervention militaire rapidement. Et le Burkina Faso a réagi, le Mali a réagi, la Guinée-Conakry a réagi. Ces trois pays disent que nous venons soutenir les militaires nigériens. Est-ce que nous approchons un petit peu de l'union, de l'unité africaine, de la CEDEAO des peuples? Vous avez bien Puisque vu. Les dirigeants, ils Ils ont prouvé que oui, eux, ils sont un syndicat. Ils ne le cachent plus. Est-ce que nous, peuples, comment arriver à la CEDEAO des peuples? Les choses sont liées. Ceux qui sont là, par rapport à... C'est-à-dire, ça veut dire que ce que j'avais expliqué avant. Vous, il faudrait le garder en tête comment ces gens qui sont là, comment ils ont été placés. Est-ce qu'ils ont été placés par le peuple? Ça veut dire que si moi, je vote pour toi, je t'ai élu pour défendre mes intérêts, et qu'on va prendre une autre personne pour défendre les autres intérêts, l'autre personne ne défendra jamais mes intérêts parce que je ne l'ai pas élu. Ça, c'est pour résumer ce que j'avais dit avant. La réaction de la CEDEAO, j'étais choqué. Quand j'ai entendu cette réaction, j'ai entendu leur réaction, j'étais ulcéré. Est-ce que la CEDEAO a quand même les moyens d'intervenir militairement au Mali, ou bien ils sont poussés par justement l'ex-colonie française? C'est ce qu'ils se dit quand même.
avant d'arriver aux moyens, j'étais blessé, ulcéré pour la simple raison que on n'a pas entendu la CEDEAO quand on est parti tuer Kadhafi. On n'a pas entendu l'Union africaine, mais ils sont sur la même table. C'est sur le continent que ça s'est passé. C'était sur le regard impuissant des chefs d'État. L'OTAN a détruit la Libye. Oui, c'est le regard impuissant. Tu sais, la puissance, c'est pas seulement les armes. La puissance, c'est le nombre. Si tous, qu'ils étaient opposés, et ils l'auraient exprimé ouvertement, les autres ne seraient jamais intervenus. S'ils étaient ouverts, on n'a pas besoin des armes. Mais cette de cachotier, oui, il faut laisser. Non. On est sur la scène internationale où les gens jouent avec la parole, avec les mots, pour convaincre l'international, pour convaincre les gens. Si vous avez des choses à dire, il faut le dire aussi ouvertement. S'ils s'étaient levés, comme ils sont en train de gesticuler, excuse-moi du terme, comme ils sont en train de gesticuler aujourd'hui, s'ils s'étaient tous levés, on n'aurait jamais tué Kadhafi. S'ils s'étaient levés, comme les enfants sont en train de mourir dans la Méditerranée, j'avais fait donner une conférence sur ça, les enfants, on aurait arrêté de faire. Est-ce que vous avez compris leur impuissance? Quelqu'un m'a dit que ils sont pas impuissants, ils sont plutôt complices. Si, ils sont, je reviens à ce que je dis. Ils défendent d'autres intérêts que nos intérêts. C'est ça le problème. On peut parler de l'intérêt de qui? De l'Occident. Oui, l'intérêt de l'Occident, l'intérêt des gens qui les financent, pour la plupart l'intérêt des gens qui les ont mis là. Ils ne peuvent pas jouer contre ces gens. Ce sont des réalités qu'il faut comprendre de la géopolitique. Ça a fonctionné comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et la jeunesse montante ne veut plus. Et la jeunesse montante a une grande chance. Elle a une arme puissante, la jeunesse montante. Elle a 3 armes. Quand on veut revenir un petit peu sur le cas nigérien, oui. On parle de l'uranium. L'uranium, quelqu'un me dit, Sylvain, ce qui se passe au Niger, c'est plutôt l'uranium, entre guillemets, de la France qui est menacé. Alors maintenant, les États-Unis ne parlent plus surtout d'intervention militaire, mais plutôt de dialogue. Et on me dit que ce pourrait que les États-Unis ont plutôt dribblé la France. Est-ce que, face à cette situation, quelles doivent être les réactions des militaires qui ont déjà pris le pouvoir maintenant au Niger? Est-ce qu'ils vont aller à négociation avec les États-Unis pour revoir un petit peu les contrats, souvent les contrats gagnant-gagnant? Il y a aussi la Russie derrière. Disons par rapport à ce qui se passe, au cas que vous êtes en train de soulever, il y a eu, on dit que la France est là-bas pour l'uranium. Et c'est ça qui est au cœur de toutes les machines, la lutte panafricaine. Ça veut dire que les ressources africaines doivent être contrôlées et gérées et ça doit profiter aux Africains. D'abord. Ça, c'est la première chose. C'est fondamental. Donc, on ne peut pas dire que la France a de l'uranium là-bas. Non, c'est un pays étranger, c'est un pays souverain. Donc, aussi longtemps qu'ils n'ont pas compris ça, il faut tout faire pour les mettre dehors. Ça, il n'est plus discutable en Afrique. Si quelqu'un ne comprend pas que tu viens chez moi, comme je t'ai reçu chez moi... Mais tu t'es question de rapport de force. Ce sont les armes qui parlent. Oui. La raison du plus fort. Oui. La question de rapport de force, c'est une question d'information. Si toute la population, avec l'armée, comme ça se passe au Niger ou au Mali, le Mali était un très bon exemple. Je pense que le peuple nigérien sont en train de copier, s'il faut qu'on le dise, mais il faut le dire, ça fait rien. La résistance malienne. Ça fait rien, c'est comme ça que nous fonctionnons. L'être humain fonctionne toujours par référence. On prend ce qui est bien. Tout le pays du monde entier, tout le monde fonctionne par référence. Si c'est bien, vous prenez, vous améliorez. C'est comme ça que nous fonctionnons. S'ils prennent ce qui a été dit, ce qui a été fait au Mali, ben c'est tant mieux, c'est bien. Ça permet d'aller de l'avant parce que l'équipe, le président de transition avec son gouvernement, ils ont montré une grande résilience, ils ont montré, disons, un leadership. Et ce leadership doit être copié. Comment soutenir, pour revenir à ce que tu disais, comment soutenir le Niger si M. Tchani peut réussir? Ben, il peut le réussir facilement. La population. Dire la véritable population. Tu as le soutien populaire. D'abord, lui, il a les armes. Tu as le soutien populaire, tu as les armes. Maintenant, il faut avoir, troisièmement, il faut avoir des alliances stratégiques. Parlons d'alliances stratégiques. Il y a d'abord la France, il y a la Russie,
il y a maintenant les États-Unis. Oui. Comment est-ce que... La France, tu ne peux pas avoir stratégique avec la France pour la simple raison que ça fait depuis plus de 60 ans que beaucoup ont essayé. Tous ceux qui ont essayé La d'avoir... France, bien évidemment, ne veut pas quitter quand même le Niger. Le problème, ce n'est pas de quitter. Personne ne quitte de son plein gré. On te met à la porte, on te dit de partir, on te met dehors. Personne. Un sanctuaire, il te suce le sang. Tu lui demandes, non, laisse, ça me fait mal, laisse-moi. Il ne va pas partir jusqu'à ce que tu viennes avec un truc, le feu, pour faire partir le sanctuaire. Tu vois, c'est une image que je te donne, que c'est une question d'intérêt. Les pays n'ont pas d'amis, on le dit souvent, les pays n'ont pas d'amis. Ça veut dire qu'ils ont des intérêts à défendre. Mais nos pays africains, quels sont les intérêts qu'ils défendent? Et c'est ça qui est au cœur de toutes les discussions qui ont lieu en ce moment. Les jeunes Africains veulent que nous aussi, nous défendons nos intérêts. C'est tout. Ça s'arrête là. Nous devons défendre les intérêts. Et comment arriver à un contrat gagnant-gagnant? C'est tout le problème. Oui, mais c'est le moment idéal d'arriver à un contrat. Même avec les Russes aussi. Vous voyez, dans les manifestations, on brandit des drapeaux russes. Oui. Et on m'a dit que la solution, ce n'est pas aussi la Russie. Si, pour moi, la solution, ce n'est pas la Russie. La solution, il faut bien comprendre. Je reviens à l'être humain. Je suis là, comme je suis. Je suis avec toi. J'ai des alliances avec toi. Je dis, voilà, j'ai des enfants. C'est bien, c'est toi qui m'as mis là. Je te le dis. Mais mes enfants qui meurent de faim, toi, tes enfants, je les vois grossir. Tu t'occupes d'eux. Bien entretenus. Voilà, bien entretenus, mais mes enfants. Tu ne veux pas entendre ce message-là, tu me tues. Demain, un autre vient à la place. Les enfants sont en train de mourir. Il te tient, tu les tues. Pendant 60 ans. Les gens, quand même, ça se dit qu'il y a un truc. Mais l'information sort dans, dans le public. Et les gens comprennent maintenant le mécanisme. Comment réussir? Comment réussir? Comment tu vas réussir? Si quelqu'un, maintenant, vient, là je suis, si quelqu'un vient m'attaquer, comment je vais dire? Qu'est-ce que tu vas créer? Au secours! Tu sais ce que ça veut dire au secours? Ça veut dire que tu ne choisis pas la nationalité de la personne qui va venir te porter secours. Celui qui vient, il dit qu'est-ce qu'il y a André? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu crier au secours. Il vient, il neutralise la situation, tu continues de vivre. Parce que quand tu cries au secours, c'est que tu trouves que ta vie est en danger. Si vous avez bien compris cette image, ça veut dire quoi? Les pays africains, étant acculés depuis plus de 60 ans, ils ont crié au secours. La Russie, qui est une force militaire, parce que c'est ça qui manque à l'Afrique. Hein. Il y a certains Africains qui pensent que la Russie peut faire la même chose avec les pays africains, ce qui a fait la France, le pillage systématique. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pour cette raison, il faut bien comprendre. Pour cette raison, c'est impossible parce que les accords coloniaux ont été signés par la France. Ce sont des accords franco-français. À l'époque, en 1960, nous n'avons pas les mêmes capacités d'analyse, les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Nous n'avons pas la liberté de dire quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, les gens qui vont se mettre autour de la table pour signer un contrat, ce sont des gens qui ont été à l'école. Ce sont des gens qui savent lire. Donc, finalement, je reviens à ce que je dis de la source de nos informations. On prend beaucoup, on répète ce que les autres... Ça dit que nous ne réfléchissons pas par nous-mêmes. De comprendre, nous pouvons commettre des erreurs. Moi, j'ai travaillé dans de grandes entreprises. Vous pouvez commettre des erreurs de formation. Je suis docteur ingénieur, de formation, je peux faire des choses, je suis autorisé à faire des erreurs et à corriger mes erreurs, à m'améliorer. C'est ça ce qu'on appelle avoir de l'expertise. Ça veut dire que vous avez appris, vous avez commis des erreurs, vous êtes amélioré. C'est ça qui va se passer en Afrique. On a commis des erreurs. On n'a pas commis des erreurs parce qu'il y a des choses qui nous ont été imposées par des accords que nous n'avons pas signés. Par la force aussi. Qu'on a dit de signer. Par la force aussi. Par la force. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler, disons, il y a cette base militaire. Mais il faudrait comprendre que ce sont des accords qui ont été rédigés par un seul parti et qu'il a imposé à l'autre parti. Donc on n'a rien à dire. Et le problème qui se passe après, ce sont des accords qui ont été signés pour 60 ans. Tu vois, 60 ans, c'est beaucoup. Ce sont des générations. Hein. Tu vois. Docteur André Lombé, nous tirons pratiquement vers la fin de cet entretien exclusif
que tu as bien voulu nous accorder sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté, qui veut dire la lutte continue, la voix des sans-voix. On voit cette résistance au Mali, Oui. en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Niger. Lorsque la CEDEAO a annoncé cette intervention militaire, je suis en contact permanent avec des Africains du Niger. Ils ont créé un comité de veille patriotique. Oui, ils sont c'est bien. tout le temps, toute la nuit, les civils. Ils se disent que nous sommes prêts à affronter. Affronter, oui. Comment expliquez-vous cette résistance et comment maintenir cette résistance? Et comment ici aussi les oppositions dans ces pays doivent revoir un petit peu leur copie pour Oui, ne pas que c'est critiquer. Mais quelle opposition devons-nous avoir en ces temps-ci où on observe ces coups d'État qui sont plutôt appréciés par les populations? Disons, ça rejoint un peu, on peut le résumer, ce sont des leçons que nous pouvons tirer de ce qui s'est passé avant au Mali. Et que là, les enfants, ils ont amélioré, la jeunesse, les populations, ils ont amélioré, ils font la veille. Mais ça, c'est déjà une grande solution pour soutenir, c'est notre pays. Ils ne peuvent pas mourir plus parce qu'on utilise les djihadistes. Mais on pense que ces militaires tiennent des discours populistes. Je ne sais pas si les militaires tiennent des discours populistes, c'est la qualification qu'on veut donner au discours de quelqu'un. Si on peut le taxer. Et ce que j'ai dit au départ avec les médias mensonges, il faut faire attention. On nous donne le vocabulaire, le narratif, on met dans notre bouche ce qu'il faut répéter. Et beaucoup de gens répètent. C'est comme une fois, il y a un collègue, c'est juste une parenthèse, il me dit Wagner. J'ai dit, mais Wagner, c'est tout. Vous avez entendu parler de Wagner quand? C'est depuis que ceux qui ont vu qu'ils commencent à tout perdre, qui sont venus avec le mot Wagner. Mais aujourd'hui, en Afrique, tu entends des gens qui te répètent ça. Oh, Wagner. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est ça le problème. Ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ils répètent ce qu'ils ont entendu des médias mensonges. Ce qu'ils font aujourd'hui au Mali, je pense que c'est très, très, très important. Au Mali et au Niger, de toute la... Je veux dire, disons les deux choses. Faso. Au Burkina Faso, les deux choses. Vous avez suivi aussi le discours du capitaine Traoré à la rue... Oui, en Russie, dans le machin, j'ai suivi. J'ai suivi, il y a des gens qui ont critiqué, il y a toujours des gens qui disent « Ouais, il est parti là-bas, des trucs. » Tu sais, c'est ça, on n'arrive pas à réfléchir par nous-mêmes, c'est fort, c'est très fort. Si on arrive à réfléchir par nous-mêmes, il y a eu un mouvement qui s'est amorcé. Comment nous pouvons nous entraider pour sortir? Penser nos intérêts, penser par nous-mêmes. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons? Et ça, c'est fondamental. Les jeunes qui sont là, ils sont en train de se battre. Ils sont mis devant. Donc pour vous, il faut une conscience individuelle qui doit aboutir à une conscience collective. Voilà. Ça, il faudrait l'avoir systématiquement. Très organisé. Ouais, ça, c'est bien. Il y a déjà une conscience. Il y a une grande conscience populaire. Tu sais, ce mouvement spontané, ils ont compris qu'on ne peut plus. Ça dit que tu ne peux plus. Aujourd'hui, et quel rôle les oppositions doivent jouer dans cette situation? Les opposants, pour moi, les opposants... Parce que des fois, on crée des opposants aussi. Hein. Oui, les opposants sont des gens qui sont là, qui n'ont pas revu leur copie, qui continuent toujours avec ces vieux disques, tu vois, et qui répètent les mêmes choses. Ils doivent comprendre que le monde est en train de changer, qu'il y a un mouvement qui est en face, il y a un ras-le-bol. On ne peut plus rester à ce niveau. Traverser l'Afrique, aller traverser les pays de l'Est, regardez la différence. Les pays de l'Est qui étaient avec l'URSS, Moscou. Allez les visiter. Moi, j'ai visité, j'ai traversé ces pays. Allez traverser les pays d'Afrique. C'est le jour et la nuit. Comment s'est passé pendant 60 ans? Qu'est-ce qui s'est passé, cette relation? Il y a un qui s'enrichit, il y a des photos qui circulent, qu'on met dans la bouche de la France, la personne, elle est grosse comme ça, j'ai vu ces images-là, et tu vois la personne qui lui met ça, il est maigre. C'est un peu, ça résume de ces 60 ans de relation. Et là, maintenant, les hommes politiques, ils doivent comprendre. Ils ne doivent plus rester dans ce jeu de manifester des trucs. Moi, je le vois par exemple dans mon pays. Et ils manifestent. Mais il faut réfléchir, il faut se mettre à table. Votre pays, la RCA. La RCA. Que voulons-nous pour notre pays? Que voulons-nous pour l'avenir de nos enfants? Que voulons-nous pour l'avenir de nos nièces? Que voulons-nous pour l'avenir de nos semblables sur ce continent? Il vient... On utilise des visas pour leur empêcher de venir. Hey, mais ils ont des pays.
Les Africains sont devenus comme des nomades, ils fuient dans le monde entier, ils ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectés. Pourquoi? C'est parce qu'à la tête, on a mis des gens qui ne s'occupent pas de leurs intérêts. Et à la tête, comme on a mis des gens, les gens qui ont mis les gens, ils tiennent un discours irrespectueux à leur égard. Puisque c'est moi qui suis ton chef. Ils l'engueulent, il n'y a pas de respect. Et ça, les jeunes, ils les entendent, ils les voient. Ils disent, ça ne peut pas continuer comme ça. Et pour répondre à ta question, les partis politiques doivent comprendre aussi ce mouvement. Ils doivent se ressaisir. Il ne faut pas faire la politique pour la politique. Ça ne rapporte rien à la fin. Ça ne nous a rien rapporté. Ça nous a appauvris, ça a déconstitué, déconfiguré les pays. Ça, il faudrait tirer les leçons et aller de l'avant. Et ça, c'est important. Les 3 choses que j'aimerais conclure en disant que la manifestation de la jeunesse interne doit être accompagnée de manifestations de tous les panafricanistes à l'échelle du continent, à l'échelle en dehors du continent. On doit les accompagner. Comme ils l'ont fait au niveau de la Belgique ou bien de la France, il faut, si c'est possible, organiser des manifestations pour soutenir les pays. De la diaspora africaine ici. La diaspora africaine. Il faudrait organiser ces manifestations pour les soutenir. Ça se fait déjà. C'est une pression qui doit continuer. La 3e des choses, il faudrait à chaque fois qu'il y ait une ingérence. Le mot, il est là. L'ingérence dans nos pays, ils doivent dénoncer. La diaspora, ils doivent dénoncer. Comme on le dit, c'est simplement quel est votre problème dedans. C'est une affaire interne africaine. De quoi vous vous mêlez? C'est tout. Tout le monde dit de quoi vous vous mêlez. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Dr André Lombé. Je rappelle que vous êtes vice-président du grand carrefour de réflexion contre le racisme anti-noir, ici même en Suisse et bien évidemment dans le monde entier. Merci de nous avoir accueillis chez vous ici pour parler de la résistance africaine qui continue d'ailleurs au Niger, au Mali, au Burkina Faso. C'est un exemple à suivre. Et à vous qui nous avez suivis, je pense que vous avez compris que si vous êtes africain, la résistance nous concerne tous. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.